Promouvoir un vieillissement en bonne santé et organiser une prise en charge digne et de qualité pour les personnes âgées. Avec pour thème « Manger et bouger pour votre santé », cette célébration des personnes âgées a mis l'accent sur la santé et le dépistage des maladies métaboliques. Et le médecin vient de me dire que mon bilan est bon. Donc pour ne pas faire la politique du cordonnier mal chaussé, je fais beaucoup attention à tout ce que je mange. J'ai été malade, mais on m'avait traité pour Sakara. Non, on m'a pas demandé d'arrêter. C'est un peu d'argent. Vous savez, on est à la retraite maintenant. L'hypertension d'abord, pour les patients que j'ai eu moi à consulter. On va dire peut-être 1 sur 3 pour ceux que j'ai pu déjà voir. Il y a une hypertension. Et puis l'autre aspect, c'est comme vous l'avez vu, quelquefois ils sont connus hypertendus, mais on ne prend pas de traitement. Réduire les risques de maladies à un âge avancé pour profiter d'une vie décente et indépendante afin de rester actif au sein de la société. Pour toutes ces personnes retraitées, vous savez, il y a d'autres qui ont les moyens d'aller se faire dépister ailleurs avec de l'argent, mais là c'est gratuit et je crois que vous voyez un peu, on est assez nombreux et que tout le monde est content. Nous avons inscrit dans notre programme des consultations médicales gratuites sur les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Nous avons inscrit aussi une séance de sensibilisation sur la couverture maladie universelle pour qu'on puisse attirer l'attention des personnes âgées sur leurs conditions de vie. Dépistage, enrôlement, pour avoir accès à la couverture maladie universelle, une prestation sociale qui va permettre aux personnes du 3e âge de vieillir en bonne santé. C'est officiel. Depuis le mercredi 28 septembre, les élèves rapatriés ont un interlocuteur à qui ils peuvent s'adresser pour reprendre le chemin de l'école. Cet interlocuteur, c'est la plateforme pour l'insertion des élèves rapatriés. Elle est menée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Au niveau du secondaire, ce qui est important, il faut que les enfants soient immatriculés. Et donc, pour que les enfants soient immatriculés, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Pour les enfants de l'école primaire, c'est de façon automatique. On n'a pas besoin de passer devant la plateforme. Et pourtant, cette plateforme existe depuis 5 ans. Jusqu'à ce jour, ce sont 7000 élèves rapatriés, dont 257 pour cette année scolaire, qui ont été réinsérés dans le système éducatif. Ce qui cadre bien avec la nouvelle politique de l'école ivoirienne. Chaque fois que nous intégrons un élève, c'est avec beaucoup de satisfaction. Nous avons un système éducatif qui est là pour répondre aux besoins de tout le pays. Et tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent bénéficier de ce système-là. Des résultats déjà satisfaisants que cet outil de gestion des élèves rapatriés veut améliorer. 2 sessions sont donc instituées dans les mois à venir pour examiner les demandes d'insertion. Et pour plus d'efficacité, une campagne de sensibilisation sera conduite par la plateforme dans les zones frontalières et les pays d'asile en vue d'informer les autorités locales et sensibiliser les parents d'élèves. Quels sont les faits? Lundi 29 août 2016 est un jour historique pour la Colombie. Le premier cessez-le-feu bilatéral jamais signé entre la guérilla des FARC et le gouvernement est entré en vigueur. Signé 5 jours avant, soit le 24 août 2016, l'accord de paix final et définitif met fin à 52 ans d'une guerre civile. Cette guerre interne, la plus ancienne d'Amérique latine, a fait près de 260 000 morts, 45 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Que contient l'accord entre le gouvernement colombien et les FARC? L'accord est conclu sous l'égide de Cuba et de la Norvège après 4 années de difficiles négociations menées à La Havane, avec l'appui des Nations Unies, des États-Unis et du pape François. Le 6e et dernier point de l'accord complet de paix est appelé fin du conflit. Complexe et technique, il encadre le désarmement et la démobilisation des guérilleros. 8 000 à 10 000 hommes et femmes sont encore armés. L'accord prévoit la transformation du mouvement en parti politique et l'abandon du trafic de drogue, la prise en compte du développement agraire et la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales. Qui sont les FARC? La fondation des forces armées révolutionnaires s'enracine dans l'histoire récente tourmentée de la Colombie.
Créés en 1964 à la suite d'une insurrection paysanne, les FARC sont un groupe de milices d'autodéfense d'inspiration bolivarienne. Estimés au début à environ 18 000 personnes, les FARC se présentent comme les défenseurs des paysans pauvres contre notamment les grands propriétaires. Le financement se fait par un impôt dit révolutionnaire prélevé sur le bétail, par taxe sur la cocaïne et le business des enlèvements contre rançon. Le leader historique du groupe est Manuel Marulanda, décédé en mars 2008. Timo Leon Jiménez Di Timochenko en est l'actuel chef. Quand est-ce que les négociations ont-elles débuté? Elles débutent en 1984. Les FARC signent alors un cessez-le-feu et forment une coalition électorale avec les communistes, mais en raison des exactions paramilitaires, elles se retirent. Les autres plans de paix échouent. Petite lueur, la franco-colombienne Ingrid Betancourt, candidate à la présidentielle, est libérée en 2008 après 6 années de détention. Álvaro Uribe, à la tête du pays en 2012, est hostile à toute négociation avec les FARC. Des revers militaires et la mort de certains des chefs de FARC les conduisent en février 2012 à renoncer aux enlèvements de civils contre rançon. Côté gouvernemental, le président Juan Manuel Santos suspend ses bombardements aériens contre les rebelles. Que va-t-il se passer maintenant? Avant d'entrer en vigueur, l'accord du 24 août 2016 doit encore être soumis à un référendum. Ce sera le 2 octobre prochain. La victoire du oui n'est pas acquise, la population urbaine ne se sent pas concernée, le conflit étant rural. L'armée de libération nationale, l'autre guérilla, refuse les accords de la Havane. L'ex-président Álvaro Uribe est contre ces négociations. Il accuse le gouvernement de livrer le pays aux castro-communistes. « 1990. L'élection présidentielle se profile à Haïti. Jean-Bertrand Aristide est choisi comme candidat par le Front National pour le changement et la démocratie FNCD qui regroupe 15 organisations de centre-gauche. Son programme électoral s'articule autour de la réforme agraire et le développement industriel. Le 16 décembre 1990, il remporte l'élection présidentielle avec 67,48% des voix contre Marc Bazin, candidat du centre-droit qui avait le soutien des États-Unis. Investi le 7 février 1991, la conférence internationale réunie en juillet cette même année promet à Haïti un financement de 400 millions de dollars. Le 30 septembre 1991, la désapprobation d'Aristide par l'armée et les élites économiques du pays prend effet. Il est victime d'un coup d'État et contraint à l'exil. Le commandant-chef de l'armée, le lieutenant-général Raoul Cedras, prend le pouvoir. Les États-Unis de George W. Bush prennent des sanctions financières et exigent le retour de la démocratie. Un embargo est décrété en juin 1993. Les effets durent 3 ans et sont tragiques pour les populations. Sous la pression internationale, Aristide et Cedras négocient et signent un accord en juillet 1993 prévoyant le retour d'Aristide en octobre de la même année. L'accord aboutira à un échec. La situation sanitaire s'aggrave et la résolution 940 du Conseil de sécurité autorise l'intervention militaire des Nations Unies. Aristide rentre au pays le 15 octobre et en avril 1995, il dissout l'armée.